Cette série est propulsée par Caléido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. À force de tout planifier, est-ce qu'on finit pas par s'épuiser? Est-ce que nos enfants ont encore le temps d'être des enfants? Mais en même temps, c'est quoi un bon horaire, un horaire équilibré? Eh bien, j'ai posé la question à deux professionnels qui, vous allez voir, nous démontrent que finalement, la clé, c'est peut-être pas d'avoir un agenda parfaitement rempli. J'en discute avec Laetitia Adam, qui est coach familial et hypnologue. Elle propose un accompagnement personnalisé basé sur les besoins uniques de chaque famille depuis près de 20 ans. Elle se spécialise dans la gestion du stress, les émotions intenses et de l'anxiété. Elle est chroniqueuse radio, maman, enseignante et elle propose diverses formations. J'échange aussi avec Annie-Claude Boivin, qui est éducatrice spécialisée et consultante familiale. Elle a créé un jardin d'enfants où elle nous propose d'être le jardinier de nos enfants. Son approche bienveillante nous ramène dans notre rôle naturel d'adulte en charge. Évacuer le stress de la planification et bien des fois, ça touche aussi à nos finances. Alors, on vous propose une minute financière. Et le but, c'est que vous preniez le temps de relaxer, d'évacuer la pression, afin qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Anne-Claude, bonjour Laetitia. Salut. Rassurez-moi dès le début. Dites-moi une phrase facile, le fun, du genre un horaire familial idéal. C'est comme le guide alimentaire canadien. Un tiers de sport, 2 tiers de relaxation, un petit peu de devoir, puis c'est réglé. T'sais, on pourrait avoir un guide comme ça pour nous, les parents? Ben moi, je pense que oui. Moi, je le fais comme ça chez nous, là. Moi, surcharger un horaire, s'il y a quelque chose qui m'agresse, c'est ça. OK. Puis souvent, c'est ce que je vais nommer aussi à mes parents. Là, pouvez-vous enlever des affaires, là? Vous voyez bien que vous suffoquez, ça ne marche pas. Votre enfant n'est pas obligé de faire du piano, de la guitare, du basket, du hockey, de la danse. J'étouffe. Fait que, tu sais, je pense que... Puis pour nos enfants aussi, c'est de leur apprendre à se respecter eux autres mêmes aussi, comment ils se sentent. Ouais. Tu sais, as-tu réellement envie de le faire? De créer des petits engagements, puis de s'y tenir, puis OK, là, tu as envie de faire du basket, parfait. C'est de telle date à telle date. Il va avoir ça, ça, ça. Fait qu'on le met au courant, en fait, on l'informe. Puis moi, en tant que parent, attends, ça rentre tout dans mon horaire? Les pratiques, là, il faut aller le porter à tel endroit, tel endroit. Si j'en ai 1, 2, 3, bien, il faut le voir, ça aussi, là. Est-ce que ça va fitter si les 3 pratiquent un sport? Oui, puis à un moment donné, il y a toute la question de justice. Mais avant, j'aimerais t'entendre, Anne-Claude. Est-ce qu'il y a une recette en tant que telle ou une espèce de guide un peu ultime qui va faire en sorte que tout le monde va y trouver son compte? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça appartient vraiment à chacun, à sa capacité. Puis on se rend compte des fois que d'un parent à l'autre ou d'un enfant à l'autre, un serait capable d'en prendre plus, puis l'autre réagit à cette même horaire, puis c'est trop. Je pense qu'il faut laisser de la place à moins. Puis une fois qu'on a moins, là, on peut doucement, peut-être, ajouter quelque chose si on sent qu'on en a besoin. Mais souvent, on a tendance à en faire énormément parce que, on entend que faut que nos enfants fassent des cours, faut que nos enfants se développent dans plein d'affaires. On entend que la productivité, c'est bien, qu'être occupé, c'est bien. On entend que s'ennuyer, c'est le démon, là, tu sais, qu'il faut pas qu'on s'ennuie. Puis quand nos enfants s'ennuient, il faut qu'on leur trouve quelque chose à faire. Je pense qu'au contraire, il faut faire de la place à ça. Puis c'est pas parce que nos enfants s'ennuient qu'il faut justement les désennuyer puis les booster d'activités puis plein d'autres choses à faire. Je pense que pour bien se développer puis bien apprendre à se connaître en tant qu'enfant puis en tant que dynamique familiale aussi, parce que ça l'évolue, je pense, avec le temps, puis au fil que nos enfants grandissent, que c'est là qu'on va être en mesure d'ajouter des choses qui vont vraiment nous permettre de se nourrir en tant que personne. Parce que souvent, on va se dire, crime, mon enfant a 3 ans aime vraiment la musique, je vais l'inscrire à un cours de danse. Ouais. Hein? Mais est-ce vraiment... En fond, est-ce que je réponds à mon besoin à moi de voir mon enfant se développer à travers un cours de danse ou, au final, mon enfant n'a pas du tout de plaisir puis tout ce qu'il aimerait, c'est
mettre de la musique de temps en temps puis danser à son propre rythme sans suivre nécessairement. Comme un loisir à la maison. Exact. Relax. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de recette parfaite pour reprendre un peu ton image d'un assiette divisée. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais je pense qu'il faut rester à l'écoute de ses propres rythmes et de l'amener à individualiser ça pour chacun. Je pense entre autres à mes propres enfants où il y en a un en particulier qui c'est extrêmement surchargeant d'avoir un engagement en fin de journée. C'est, tu sais, par exemple, tu parlais du basket, mais c'était exactement ça pour mon fils. Il y avait du basket et ça a été... Est-ce que mon enfant avait envie d'y aller? Pas du tout. Il aime le basket. Il adore le basket. Ouais. Mais d'y aller... Après l'école, en fin de journée, go, 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 go. C'était un travail, puis d'aller le rechercher, je le sentais surchargé émotionnellement à fleur de peau. Tu sais, il avait besoin d'évacuer quelque chose. C'était une surcharge. Fait que malgré le fait qu'il aime ça, je pense pas que c'est nécessairement toujours... Faut absolument aller l'inscrire dans ça, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup aussi la vision du regard des autres. Est-ce qu'on devrait en discuter avec eux autres? Parce qu'on a beau dire, si tu t'inscris, c'est pour 12 semaines. Un enfant de 5 ans, là, 12 semaines, ça dit rien. Là. Bien, moi, avant l'entrée à l'école, là, les cours, là, moi, c'est pas ça que je privilégie. OK. Tu sais, les cours de natation, les cours... Tu sais, je voyais... Ma fille, elle a pris des cours de danse, elle avait 7-8 ans, là. Mais avant ça, tu sais, elle a toujours dansé, chanté. Tout le monde inscrit dans le cours. Eh bien, là, elle le fait chez nous, elle nous fait des spectacles. Pourquoi je vais aller l'inscrire dans un cours? Puis quand je l'ai inscrit, je l'ai vu, là. Les tout petits, là, ils ont 2-3 ans. On fait le spectacle de fin d'année. Il est rendu 10 heures le soir. Ça pleure leur vie. Ouais. Ils n'ont pas envie d'être sur la scène. Là, ils regardent tout le monde. Ah! Petit coucou, puis ça pleure. Pourquoi on inflige ça? Je le comprends. Je l'ai jamais compris. Okay. Moi, en bas de 6 ans, personnellement, c'est non. C'est de l'initiation, c'est découvre, amuse-toi, profite. Okay. Puis après, quand tu es plus en mesure de comprendre qu'est-ce que tu pourrais faire, puis est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Bien là, OK, bien écoute, on peut commencer par on va voir si tu aimes ça. Puis tu sais, c'est pas obligé de prendre le cours sur 1 an, mais ça peut être la première moitié de l'année. Oui. Puis après, est-ce que tu aimes toujours ça? On évalue. Est-ce que tu as envie de continuer? Ben finalement, OK, ben parfait, on arrête. On essaiera d'autres choses. On essaiera d'autres choses si tu as d'autres intérêts. Mais de créer vraiment la pression, moi, c'est beaucoup ça que je vais voir, là, la pression des parents qui ont de la société, il faut qu'ils fassent ça. Puis là, c'est ton stress, ton insécurité parentale qu'on transmet à l'enfant. Faut que tu trouves un cours. Faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Faut que tu t'occupes. Absolument. Ouais. Absolument. De tous les amis, tous les enfants, de nos amis enfants. T'es comme sûr. Moi aussi, tu sais, je vais faire ça. Mais si lui, ça l'intéresse pas présentement ou qu'il n'a pas besoin de cette pression-là, il est capable de jouer au basket dehors puis il aime ça. Avec ses amis, puis c'est bien correct. Complètement. Puis en fait, j'ai envie de dire que, tu sais, ce qui est important, surtout dans la petite enfance, c'est justement tout ce qui est initiation. Oui. Je vais explorer, je vais lui faire essayer telle affaire. Tu sais, on va aller, tu sais, on voit qu'il aime la danse. Puis, tu sais, mon plus jeune, c'était ça beaucoup, là. Lui, il voulait faire du hip-hop, mais tu sais, le hip-hop, il voulait faire en fait du breakdance, mais là, le breakdance commençait juste à 6 ans. Fait que là, tu sais, il voulait essayer le hip-hop. Puis, bref, il a essayé différentes choses. Puis, c'est ça, en fait, l'objectif. C'est pas de le confiner à t'as choisi le hip-hop. Assume que tu as choisi le hip-hop. En fait, ils n'en ont aucune idée. Puis non, c'est choisir dans un dépliant. Oui, puis l'objectif, c'est juste qu'il y ait du plaisir. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut nourrir. C'est ça qu'on veut amener dans ce qu'on va créer comme activité chez nos enfants. C'est qu'ils puissent voir autre chose, explorer autre chose. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à pousser puis à nommer que ben, la persévérance, ça commence comme ça. Puis que si tu commences quelque chose, il faut que tu le finisses. Mais là, tu sais, c'est de cogner sur le clou. Oui, mais vers, si on évolue un petit peu, tu sais, vers 7, 8, 9, 10, là, ils sont quand même un petit peu plus conscients. Par contre, bien souvent, ils n'ont jamais essayé. Est-ce qu'on pourrait préconiser peut-être un cours d'essai ou quoi que ce soit avant qu'ils s'engagent? Parce que des fois, je suis pas sûre que, mettons, après 6 cours, ils veulent arrêter. C'est pas toujours dans le but de défier l'autorité et de briser l'engagement, mais c'est juste que finalement, le basket à la télé, ça a l'air vraiment nice, mais moi, je suis pas très bon ou bonne. Puis c'est difficile pour moi. Complètement. Je pense qu'il faut avoir quand on inscrit nos enfants, dans les âges que tu l'as dit, là, mettons, entre 6, 8, 9 ans, je pense qu'il faut quand même avoir cette conscience-là, puis le mindset que ça se peut que ça dure pas toute la durée du cours, que c'est bien correct aussi.
OK. Puis notre objectif, c'est juste, on veut qu'ils l'essayent, puis on veut faire de la place à ça, on veut faire de l'espace à ça, parce que souvent, à cet âge-là, c'est eux qui nous le nomment. Oui. Puis est-ce qu'ils nous le nomment parce que tous ses amis le font puis qu'ils veulent le faire? Peut-être. Puis souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'ils n'aiment pas vraiment ça. Non. Puis qu'il le fait plus pour les autres puis pour ses amis pour ressembler à. Puis on le voit rapidement là, parce qu'il n'a pas vraiment envie d'y aller, parce que, tu sais, au final, ça y ressemble pas tant que ça. Mais quand on laisse cet espace à, tu sais quoi, tu peux l'essayer. Puis souvent, là, les coachs ou les professeurs, ou bon, peu importe, là, qui vont accompagner les enfants de cet âge-là, souvent, sont comme, hey, écoute, t'as arrêté après 2 cours, c'est bien correct, je te rembourse le reste. Là. C'est souvent ça. T'es pas coincé dans un carcan d'un nombre de cours en particulier. Mais là, on dirait que j'entends là, des parents qui nous écoutent de dire, ben comment on fait d'abord pour stimuler la persévérance, puis on veut pas en faire des lâcheurs, puis d'envie. C'est pas vrai qu'on aime tout ce qu'on fait. Puis il y a une partie là-dedans qui est quand même vraie. Je veux dire, même l'école est un bon exemple. Il faut déployer des efforts, c'est loin d'être toujours ce qu'on aime. Mais en même temps, est-ce qu'on se dit que dans ce cas-là, c'est du parascolaire, donc ça serait supposé d'être du plaisir, parce qu'on en a déjà beaucoup de contraintes dans la vie. Mais tu sais, je pense que c'est aussi dans notre façon, notre auto-observation en tant que parent, là, comment on agit dans les différentes situations qu'on vit, qu'on transmet beaucoup d'enseignements aussi à nos enfants. Pas oublier qu'on est des modèles pour eux, là, qui nous observent 24 heures sur 24, là. À peu près, là. Okay. On espère qu'ils dorment, là. Mais on est quand même des modèles. Fait que dans notre façon d'agir, notre façon de se sortir de certaines situations, bien, ils apprennent énormément. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir cette ouverture-là, puis d'en discuter avec eux. Tu sais, c'est correct si tu t'es trompé puis que finalement, tu n'aimes pas vraiment ça. Bien, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bien, est-ce que, je sais pas, moi, tu sais, il reste 2 cours. Est-ce que tu peux terminer les 2 derniers, puis ensuite, c'est terminé, on va choisir d'autres choses. Tu sais, il faut aller creuser un petit peu, voir comment notre enfant se sent. Puis est-ce qu'il y a eu peut-être un événement, je ne sais pas, si l'entraîneur a dit, bien, j'aimerais que tu te dépasses, j'aimerais que tu ailles plus loin, puis que ça a généré un petit peu d'anxiété. Des fois, la fuite, ça peut être une belle façon. Puis ça aussi, on veut pas. Donc, c'est probablement discutant. Non, c'est ça, on veut pas nourrir ça. Trouver un peu pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que nos enfants aimait tant ça au début, puis que là, finalement, à un moment donné, il décroche. Moi, je l'ai vu avec ma fille, excuse-moi. Je l'ai vu avec ma fille aussi au basket. Là, elle avait plus le goût d'aller aux pratiques. Là, on parle même rendu début secondaire. Plus le goût d'aller aux pratiques parce que c'était la peur de ne pas être assez bonne, puis que les autres ne le remarquent pas. Fait que, tu sais, le regard sur soi est hyper important. Puis fin du primaire, là, le 9-12 ans, là, on est beaucoup là-dedans. Tu sais, il y a l'ébullition des hormones qui arrive, la transition entre l'enfant et l'adolescence. Fait que le regard sur soi, le regard des autres, comment les autres vont me percevoir, il est très, très, très important. Fait que d'aller semer des graines, d'aller poser des petites questions. Comment tu te sens? Puis OK, pourquoi tu aimais ça? Puis là, tout d'un coup, tu parles de l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Fait que de garder cette ouverture-là, puis d'avoir la communication, de développer cette communication avec nos enfants. Oui. Puis de mon côté, quand on parle de persévérance, j'aime bien me ramener à qu'est-ce que c'est la persévérance. C'est quoi la persévérance? En fait, la persévérance, c'est d'avoir accès à un double discours à l'intérieur de soi. OK. Donc, les tout petits peuvent pas avoir accès à de la persévérance. OK. Donc, c'est à partir d'environ 5 ans où le cerveau est relativement assez développé pour avoir accès à un double discours. Du genre, j'ai mal aux jambes, mais je continue de marcher parce que je persévère. C'est exactement ça. Puis en fait, la persévérance, c'est la démotivation ou la tristesse ou la difficulté de quelque chose qui entre en contradiction avec le désir de réussir ou d'acquérir certaines connaissances ou d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Fait que notre job en tant que parent, quand on sent que notre enfant n'a pas envie de persévérer ou qu'il n'a pas cette persévérance-là, puis qui est juste dans l'émotion ici, qui est dans « Oh my God, la démotivation, ça ne me tente plus, le manque d'intérêt », bien moi, ce que je veux, c'est aller nourrir ça. Fait que moi, je vais davantage exposer le double discours de mon enfant, donc l'amener à nommer que, OK, en ce moment, clairement, t'as pas envie de faire telle affaire. Ou telle affaire, c'est vraiment difficile. Puis là, quand c'est difficile, ça nous donne envie d'abandonner. Mettons. Ouais. Sauf que, et là, qu'est-ce que je veux nourrir? Bien, c'est le désir d'arriver jusqu'au bout. C'est le désir de, tu
Tu sais, je le sais que, par exemple, quand tu vois l'exemple classique de faire du vélo, tu sais, c'est comme l'exemple numéro 1 de la persévérance, mais tu sais, ça reste que c'est ça que je vais vouloir venir nourrir. Sans mettre de côté l'autre partie, l'autre discours de juste comme « Ah, ça me tente pas, c'est difficile ». C'est d'accompagner dans cette difficulté-là, mais d'amener aussi à ce que je puisse rebooster ou redynamiser un peu le désir du départ, qui était d'arriver à quelque chose ou à un résultat ou à une acquisition. Mais est-ce que c'est à ce moment-là, lorsqu'on essaye des fois de redynamiser, qui, sans le vouloir, peut amener l'espèce de... la récompense, la menace, tu sais, je sais que c'est dur, là, mais fais-les, là, je vais aller t'acheter une crème glacée. Ou, je sais que c'est difficile, mais si tu le fais pas, tu sais, t'obtiendras pas ou t'arriveras pas. Tu sais, je trouve ça dur, des fois, de nourrir sans menacer et sans surrécompenser, parce qu'encore là, ça va devenir une motivation extrinsèque. Ils ne cultivent pas, mais... C'est ça va être de surface, là. Oui, ce qui veut dire qu'à l'instant même, il va peut-être être motivé à le faire. Oui. Mais non pas pour la raison principale, mais plus pour le nanan. C'est ça, pour la crème glacée, plus que finir sa session. Là, ou plaire à son parent. Ou, tu sais, il y a des fois que c'est un peu plus poussé, là. Tu sais, ça va me faire plaisir si tu continues, là, tu sais, puis ton coach va être content si tu vas jusqu'au bout, puis tu sais, ça, on veut pas responsabiliser nos enfants pour ça, tu sais. En fait, on veut juste les ramener à eux, ce que ça leur apportait, comment est-ce que ça les nourrissait au départ de faire telle ou telle activité, ou encore là, même quand on parle de motivation, ça me fait aussi penser au devoir. Oui. T'sais, à tout ce qui est engagement scolaire, qu'on a comme pas le choix. Mais ça, souvent, ça vient avec une grosse démotivation, puis ça vient avec beaucoup de « Oh, ça me tente pas, puis c'est difficile, puis c'est plate. » Ça, moi, ce que je veux en tant que parent, c'est de ne pas laisser ça de côté. Puis ben oui, je sais que c'est plate, mais quand tu vas avoir fini, tu vas être content. On veut juste... Oui, c'est ça. On veut faire de la place à ça, au fait que... Oh my God, c'est tellement tough. Puis là, après ça, puis on veut l'amener à trouver de la résilience face au fait qu'il y a des choses qui sont difficiles puis qu'on n'a pas le choix de faire. Mais comment on fait? Tu sais, dans le sens, avez-vous un exemple? Mettons le devoir, là. Tu sais, je sais pas, là, ça fait 10 minutes qu'il bûche sur les maths. Là, c'est plate. Là, ça me donne plus. Puis là, il est, exemple, 8 ans, 9 ans quand même. Là. On ne peut pas non plus le laisser se lever puis faire comme, ben non, fais pas tes devoirs. C'est pas grave, je t'entends que c'est plate. Effectivement. On va nommer, mais on va lui remettre la responsabilité entre les mains. Au lieu que ce soit notre responsabilité à nous, à ce qu'il termine ces fameux devoirs. Nous autres, on les a fait, nos devoirs. Mais toi, tu es prêt à faire quoi? Combien de temps tu es prêt encore à terminer? Tu veux prendre combien de temps pour terminer ton exercice? Mais comment on fait? Là, mettons, ça, c'est mettre un cadre pour qu'il le fasse. Mais si on revient à la motivation. Tu aurais besoin de quoi? Mettons, j'aurais besoin de, je sais pas, là... Non, mais en fait, ça serait de lui donner à l'enfant. Tu aurais besoin de quoi pour te sentir bien, pour pouvoir être fier de toi? Tu as envie de te sentir comment, toi? C'est de redonner la responsabilité à l'enfant au lieu de tomber dans la menace-punition. Je comprends, mais on dirait que je suis pas sûre que l'enfant ait nécessairement de réponse. Tu sais, je veux dire, à 6, 7, 8, 9, là, tu dois faire ton devoir de maths, ça te tente pas. Non, puis souvent, en fait, les enfants n'en sentent même pas l'intérêt de le faire. Ben non, parce qu'ils voient pas le bout du bout de l'affaire. T'en vois pas le bout du bout, puis tu vois pas à quel point dans ta vie ça t'est pertinent. Ben c'est sûr. Fait que pour faire quelque chose, pour qu'un enfant ait de l'engagement, il a besoin de sentir que dans le moment présent, ça m'est utile. OK. Mais pour en revenir aux devoirs, souvent les devoirs n'ont pas cette vision-là. Je pense que les dîmes ne sont pas utiles. Ben écoute, c'est relatif. Mais on va pas là-dedans. Oui, non, c'est un autre débat. Mais dans le fond, là où je veux en venir, ta question qui était comment est-ce qu'on fait pour les amener à ce qu'ils finalement finissent le devoir qui est donc plate. Premièrement, la première étape, c'est comme je le disais, c'était de les amener à ressentir cette pénibilité de la tâche qu'il faut pas mettre de côté. Puis qu'il faut vraiment nommer à quel point c'est extrêmement difficile. OK. Mais après ça, il faut que pour arriver à ce qu'il trouve cette résilience-là, il doit ressentir pleinement qu'il n'y a pas d'autre option, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut absolument passer par là. Plus je suis dans la résistance, OK? Parce qu'un enfant, par exemple, qui va être résistant à faire ses devoirs, puis que là, il va fondre sur sa chaise, puis tu ne voudras pas le faire, puis que là, c'est plate, puis ça sert à rien, puis tu peux-tu m'aider, puis nanana. Il a envie de pipi 20 fois. Exactement. Ici, ce qu'on veut, c'est qu'il est dans cette résistance-là, ça va toujours être pour objectif de finalement arriver à ne pas les faire. Bien, c'est sûr. Inconsciemment, là. Il n'y a pas une stratégie dans sa tête sur laquelle il va se baser. Très inconsciemment.
Il a besoin de sentir que, premièrement, je t'accompagne là-dedans, là, je te laisse pas tout seul dans ta démotivation, mais aussi tu as besoin de sentir qu'il n'y a aucune autre option. On va devoir le faire. Donc, il faut, comme posture parentale, quand même, établir le cadre et le conserver. Parce que si à chaque fois qu'il se plaint que c'est dur, c'est lourd, on part. Exact. Je veux dire, en majorité, là, mettons une journée où il serait très fatigué, malade, tout ça, Ouais. ça pour moi, ce sont des exceptions, là, quand même. Là. On souhaite, je veux dire, on n'est pas un général d'armée non plus. Mais je veux dire, mettons, dans la grande majorité des cas, il faut quand même se tenir parce que sinon, veut pas, notre cerveau est très doué. Il va essayer après ça de trouver d'autres façons pour... Il veut contourner, mais tu sais, je pense que c'est quand on met la table, là, tu sais, c'est d'apporter, OK, ben là, quand on fait nos devoirs, on divise ça en sections, tu sais, des 5 minutes. OK, puis moi, j'ai un enfant qui a besoin de bouger. Fait que je ne l'assoirai pas à une table. Je vais faire, tu sais, je vais le faire dehors avec un ballon, sur la trampoline. Je vais rendre ça que ça réponde à ses besoins à lui, là, au lieu D'être d'avoir... créatif. Oui. Et adapté. Oui, Je dirais, mettre des au pauses tempérament. entre. Moi, c'est vraiment ce que je suggère, c'est le jeu, l'imaginaire. On les met en mouvement, on les met en action selon les besoins des enfants. On parle de planification familiale, mais là, c'est le temps d'aller à la minute financière où on va parler de la différence entre REER, REE, CELI. De quoi en perdre la tête? Dans un premier temps, on va se rappeler, dans le fond, les grandes caractéristiques de chacun des régimes. Premièrement, le REER. Le REER, c'est vraiment pour financer une retraite future. Les avantages du REER, c'est évidemment que les sommes qu'on va mettre dans le régime vont s'accumuler à l'abri de l'impôt et il y a des déductions pour chaque contribution qui est faite au niveau fiscal. Donc, très avantageux de ce côté-là. Ensuite, on a le CELI. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, donc le nom le dit, les sommes qui sont mises dans le régime vont pouvoir s'accumuler à l'abri de l'impôt. Donc, il n'y a pas de déduction pour les contributions qui sont mises, mais vous pouvez mettre jusqu'à 7 000 $ par année dans ce régime-là. Souvent, c'est utilisé pour financer un fonds d'urgence ou un projet en particulier. Le régime d'épargne-études, lui, évidemment, son nom le dit, l'objectif, c'est d'épargner pour les études. Là où le régime est particulièrement avantageux, c'est que pour toutes les cotisations que vous allez mettre dans le régime, les gouvernements vont rajouter des subventions. Par exemple, pour un montant de 2 500 $ que vous pouvez mettre à chaque année, les gouvernements vont verser jusqu'à 750 $ en subvention. Donc, c'est ce qui est vraiment très, très avantageux. Donc, pour une jeune famille, quelle stratégie prioriser? Bien, le régime d'épargne-études pourrait être la bonne option étant donné les subventions qui sont vraiment très avantageuses. On pourra toujours par la suite utiliser le REER et le CELI pour aller financer d'autres projets. Évidemment, dans tous les cas, ça dépend de votre situation financière particulière à vous. Donc, je vous encourage à en parler à un conseiller financier. Comment on peut, considérant qu'il n'y a pas un cadre parfait et ultime, prendre un pas de recul? Tu sais, ce serait quoi un petit peu qu'on pourrait faire comme parent? Est-ce que c'est de s'asseoir avec son coparent, d'en discuter? Tu sais, les gens qui nous écoutent et qui se disent « Oh mon Dieu, je pense qu'on dérive un peu. » Qu'est-ce qu'on fait? Mais premièrement, comment est-ce qu'on sait qu'on dérive? Bonne question. T'sais, je pense qu'il faut d'abord et avant tout être en mesure de reconnaître nos propres signaux à nous et les signaux de nos enfants qui nous indiquent que, attends un peu, je pense que là, il faut qu'on freine un peu le jeu. Là. Fait que tu sais, c'est pas juste une question de j'ai envie d'alléger mon horaire. Tu sais, souvent, quand on se rend compte qu'il faut alléger quelque chose dans notre rythme familial, c'est parce qu'il y a des petits red flags là, qui nous indiquent, OK, là, il y a une surcharge. Clairement, nos enfants sont plus à fleur de peau. Nous aussi, on est plus à fleur de peau. On sent que le sommeil est moins bon, notre sommeil est moins bon. Tu sais, il y a plein de choses qui vont faire en sorte que ça va nous sonner des cloches, mais souvent, quand on est dedans, on se rend pas compte que ça sonne. À un moment donné, ben, notre corps, c'est quand que ça sonne bien fort qu'on est comme « Hey, crime, faudrait qu'on les ralentisse. » Mais c'est ça, on veut juste être en mesure de bien comprendre ces signaux-là. Puis, une fois qu'on les a, ces signaux-là, puis qu'on se rend compte que nos enfants sont tout le temps à fleur de peau, que nos enfants ne collaborent plus, que nos enfants n'ont plus envie de rien faire, qu'ils sont toujours dans cette résistance-là, qu'ils sont toujours dans des crises constamment, je pense que la question à se poser, c'est justement où est-ce qu'on peut alléger? Puis là, ben, exactement comme tu l'as dit, c'est une décision qui se prend à deux. Ouais. De qu'est-ce qu'on fait ensemble, puis qu'est-ce qui, toi, te fait du bien, puis qui est nécessaire de garder dans le quotidien, là, qui ne va pas te servir à t'alourdir, mais au contraire, qui va te permettre
de jouer, tu sais, à ta façon, puis de t'exprimer, puis de juste comme ventiler. Puis, fait qu'on veut garder, je crois, des incontournables, mais il y a bien des affaires, tellement d'affaires qu'on peut juste comme mettre de côté, puis qu'on se rend compte que faut d'abord et avant tout privilégier le temps ensemble. Ouais. Puis le temps ensemble, ça veut pas dire d'aller faire 14 activités ensemble. C'est pas ça que ça veut dire. D'aller au centre d'amusement. C'est pas ça, tu sais. Du temps ensemble, c'est juste qu'on est pleinement là, dans le moment. Ouais. Dans le moment. Puis, est-ce que les études ou les livres démontrent qu'il y a un certain nombre de minutes minimum, là, tu sais, j'aime pas ça, mais ça revient souvent dans ma recherche, la pleine connexion que vous avez dit. Tu sais, pas, je suis sur mon téléphone, oui, hey, il est vraiment beau ton dessin, puis là, tu continues à faire d'autres choses. C'est un moment connecté. Mais on s'entend que quand ça va vite, là, un petit mardi, là, les moments pleinement connectés, il n'y en a pas des tonnes. C'est cool. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre la pression que ça soit 1 heure de pleine connexion? Tu sais, est-ce que les études nous démontrent que... En fait, c'est de partager ce moment-là, de les créer un peu dans notre quotidien. Ouais. Moi, souvent, je veux dire aux parents, même dans les responsabilités, on défait la vaisselle ensemble, on est connectés, on est ensemble. On va les créer, ces moments-là, à l'heure du repas, quand on ramasse, on met la table, on débarrasse. Il y a plein de petits endroits où est-ce qu'on peut apprendre vraiment à connecter, de pleine connexion avec notre enfant, outre le dodo, qui est souvent comme l'endroit où est-ce que le parent se met un point d'honneur, tu sais. Mais une chance. Oui, au moins, on en garde un dans les journées folles. Mais j'aime quand même l'idée de, sans que ça soit calculé, mais de petits moments, ne serait-ce que 5 minutes, mais passer l'aspirateur, on est là, comme tu dis, enlever, plier la lessive, plier les vêtements. Tu sais, il me semble que c'est un bon moment quand même pour connecter, pour être ensemble. Bien, en fait, être ensemble puis connecter, selon moi, puis selon aussi certains écrits que je peux avoir lus, c'est beaucoup juste dans l'invitation à être. OK. Fait que je peux passer un super beau moment de connexion pendant que je suis en train de faire le souper puis que mon enfant joue à autre chose à côté, mais qu'on est là puis que je commente de temps en temps, que je lui nomme à quel point on vit un beau moment, à quel point on est bien, à quel point c'est le fun. En fait, il y a pas, un peu comme tu l'as dit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps souhaité puis qui va faire que ça va remplir le contenant ça va remplir le besoin d'attachement d'un enfant parce que ça m'arrive des fois dans ma pratique d'avoir, entre autres, des mamans à la maison où leurs enfants sentent insatiables. Et pourtant, on aurait tendance à se dire exactement, ils sont toujours là. Mais tout est dans cette présence réelle, non pas physique, mais dans l'invitation à est-ce que je suis là pleinement avec toi? Est-ce que je t'invite à passer du temps avec moi quand que je fais quelque chose? Fait qu'on est vraiment plus là-dedans. Est-ce que nos enfants ont besoin d'un certain nombre de temps avec nous par jour? Assurément. Ils vont venir. Assurément. Ils ont besoin qu'on soit là. Maman! Oui. Maman! Là, OK, oui. Exact. Rien. Ils ont besoin de sentir. Ils ont besoin de sentir qu'on est là, qu'on passe du temps pour eux, puis qu'ils sont notre priorité. Exact. C'est important. Fait que souvent, puis tu sais, j'avais lu à quelque part, puis je trouvais ça tellement pertinent que souvent les moments de connexion qui sont les plus riches, on les oublie beaucoup, qui sont les moments de transition. Donc des moments un peu neutres que j'appelle, qui là sont extrêmement riches de connexion, mais qu'on n'en profite pas tant que ça. Donc le trajet entre la garderie ou l'école jusqu'à la maison. Oui, exactement. Là, à quel point je peux discuter avec mon enfant ou écouter de la musique dans l'auto. Ou, tu sais, il y a comme ça, juste ça me permet de connecter extrêmement rapidement avec mon enfant. Le moment où il part de son jeu pour aller brosser ses dents, où là, on est ensemble puis on est comme, hey, on va aller dans le lit, on va faire du bien. Voilà. Tu sais, à place de juste faire comme, OK, go, puis on y va, puis tu sais, il se passe pas grand-chose, je vais te prendre dans mes bras, puis je vais t'amener jusque-là. Même pas besoin de petits jeux. Juste comme, je vais te prendre dans mes bras. Je vais y répondre avant même que tu me demandes. Parce que souvent, quand on sent qu'ils ont besoin de nous, ils sont toujours dans cette recherche à. Puis on est comme, je vais y en donner un peu moins. Comme ça, il va comprendre qu'il faut qu'il
qu'il prenne son indépendance puis que je peux pas toujours y donner tout le temps. Mais au contraire, pour l'apaiser, il a besoin de sentir que j'y en donne avant qu'il me le demande. Fait que ce que je vais faire, c'est dans ces moments de transition-là, ça peut être justement, viens avec moi, je vais te prendre ou je vais te prendre par la main ou je te caresse les cheveux jusqu'à ce qu'on arrive. Tu sais, il y a comme ces petits moments-là qu'on saute puis qui pourtant ont tellement, je pense, de richesse dans cette... Fait que, tu sais, mettons que je fais de la cuisine. Souvent, ce que je vais nommer à mes enfants, c'est que je leur prépare un bon repas parce que j'ai tellement hâte de juste passer ce moment-là ensemble. Je m'assure de sortir tous les légumes puis de faire des choix en fonction de ce qu'ils ont besoin maintenant. Ouais. Même si c'est des légumes, mais des fois, c'est des croquettes ou des frites. Là. Mais c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Comprends? Fait que, tu sais, c'est juste d'amener à quel point mes enfants ont de l'importance puis que chaque chose que je fais a non pas juste une valeur personnelle puis familiale, mais elle a une valeur aussi pour eux. Pour eux. Oui. OK. Et avec plusieurs enfants, ils ont tous des besoins différents. Ils ont tous une jauge, des fois peut-être à attention et tout ça qui est différente. Comment on sait comme parents que, j'aime pas mettre le mot assez, pas assez, mais tu sais, il y a des enfants, tu l'as dit, tu vas le matin prendre un petit moment, leur caresser les cheveux, ils reviennent de l'école, hey, tu passes une belle journée, oui, raconte-moi, Ploup, ils sont partis, c'est fini, c'est réglé, ils vont te taper dans la main le soir, 2 becs, ça dort. Ouais. Ils sont comme plus indépendants, puis il y en a d'autres qui sont plus anxieux puis qui ont besoin. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, on veut répondre à leurs besoins, mais on peut pas non plus se suradapter puis d'être toujours là puis être sûr que c'est correct. Hey, comment on trace la ligne de ça? Moi, en fait, c'est pas d'être 24 heures sur 24 présente et disponible. C'est de créer puis de les prévoir, ces moments-là, dans la journée. On en prévoit au moins un avec chacun des enfants, qui est déjà prévu, nommé. Okay. L'enfant, il sait qu'à tel moment, on va pouvoir être ensemble, que ça, c'est prévu. Est-ce que nous, on peut avoir l'impression qu'on connecte, mais l'enfant, non? Tu sais, je veux dire, en bas âge, ça devient difficile. C'est difficile de mettre des mots parce qu'ils sont petits. Mais tu sais, à 8, 9, 10, ils sont plus grands. Est-ce qu'on pourrait leur demander, toi, qu'est-ce que tu aimes faire avec moi? Ben oui. C'est quoi les moments de qualité? Parce que j'ai l'impression que nous, on programme, nous, on planifie, nous. Mais on oublie des fois que c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin. Oui. Bien souvent, en fait, ils nous le disent, mais on s'en rend pas trop compte. Ah. Donc, par exemple, viens, maman, jouer à telle affaire. Viens faire telle affaire. Maman, peux-tu me lire une histoire? Ça me tente pas tout le temps. Ça me tente pas tout le temps. On n'a pas le temps. C'est pas le bon moment. Bon, peu importe. Fait que ça, je pense que si on est un petit peu à l'écoute, on va être en mesure de capter ici et là, puis là, de faire comme, hey, tantôt, tu voulais que je te lise une histoire. Là, c'est un bon moment. Là, j'ai le temps, je vais pouvoir le faire. Ou justement, avec mon fils qui veut qu'on joue au basket, des fois, j'ai pas le temps. Mais là, c'est comme, regarde, là, j'ai le temps, puis je vais le prendre. Puis des fois, c'est juste 5 minutes. Oui. C'est comme, écoute, je le sais que tu aurais peut-être besoin de plus. Mais il y a besoin de sentir qu'on a quand même fait cet effort-là, même si on aimerait ça, pouvoir lui offrir plus. Fait que, tu sais, on est vraiment dans... Là, j'ai 5 minutes, c'est pas beaucoup, ça va passer vite, je te le jure. Puis, tu sais, on peut être vraiment beaucoup dans cette prévisibilité émotionnelle-là. OK. On le sait que ça sera pas long. Ça sera pas long. Oui. Je te le dis, ça va vraiment passer vite, OK? Puis, à la fin, quand je vais devoir quitter pour aller faire telle affaire ou, tu sais, pour aller plier une brassée de linge ou pas, bon, peu importe, ça se peut que pour toi, là, ça soit pas assez. Ça va être correct, OK? On va passer au travers. Mais je retiens quand même que je pense que comme parent, peu importe l'âge de l'enfant, faut quand même accepter d'être prêt à faire des petits deuils, puis que c'est pas parce qu'il va avoir fait de la planche à neige à 18 mois qu'il va devenir un athlète olympique ou qu'il n'en aura pas fait. Tu sais, laisser un petit peu aller toute cette pression-là qu'on se met et qu'on leur met dans tout ça. Puis d'essayer d'aller voir derrière qu'est-ce qui va créer un équilibre familial pour notre famille parce qu'il n'y a pas de recette magique pour être bien nous, les 2, 3, 4, 5 personnes qui composent cette harmonie familiale. Le fait que je dois délaisser certaines choses pour un certain laps de temps parce que quand c'est normal. Je m'étais imaginé telle chose puis finalement c'est pas comme ça, tu sais. Puis ça aussi, ça va nous permettre de doucement, oui, puis d'apprécier un peu plus le moment. T'sais, tant que je suis encore dans cette rancœur ou dans cette résistance, que je suis pas encore dans l'acceptation, ben je vais toujours avoir de la difficulté à passer à autre chose puis à accepter le chaos. Puis tu vas perdre des beaux moments dans l'intérieur de tout ça, là. Ah ben non, c'est sûr. aussi, là. Merci beaucoup, mesdames. Merci.